Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, le magazine santé de VOA Afrique. Je suis Mohamed Oumfa et Rosine Mounezero est avec moi dans ce studio pour la co-présentation. Bonjour Rosine. Bonjour Mamadou, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, nous parlons de lutte contre le VIH-Sida et du phénomène des perdus de vue. Les perdus de vue sont des personnes qui ont été dépistées positives au VIH et qui ont disparu du circuit des soins hospitaliers. C'est le cas de nombreuses femmes. Une femme est dépistée positive, il y a tout ce qu'il y a comme discrimination autour. Elle ne veut pas qu'on la voie dans le centre qui est plus proche de sa maison, par exemple. C'est la peur d'être dénoncée par la belle famille et tout ça. Et la personne se cache. Disparaître de la chaîne des soins, c'est affaiblir son système immunitaire, s'exposer aux maladies opportunistes et même risquer la mort, car le virus devient fatal. Les virus ont une capacité de se multiplier dans le corps de 1 à 100 milliards types par jour. Alors, les traitements antirétroviraux, c'est pour diminuer cette multiplication et maintenir une charge virale qui ne va pas être nocif à la personne qui vit avec le VIH-Sida. Toutes ces informations et bien d'autres, c'est dans la suite de ce programme. Et pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour parcourir l'actualité santé, nous recevons Georges Léonard Sagnou. Bonjour Georges. Bonjour Mamadou. Reparlons de l'épidémie de choléra au Nigeria pour annoncer cette vaste campagne qui a permis de vacciner plus de 800 000 personnes. Oui, Mohamedou, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a annoncé mardi avoir terminé une campagne de vaccination contre le choléra dans le nord-est du Nigeria. Cette campagne a duré une semaine et a permis d'atteindre 844 000 personnes. Elle a consisté en l'administration des doses orales de vaccins qui offrent une protection allant jusqu'à 6 mois, a expliqué un porte-parole de l'OMS, Tariq Jajarvich, lors d'un point de presse à Genève. 2 doses de vaccins anticolériques sont nécessaires pour conférer une protection complète. Toutefois, dans les situations d'urgence, l'OMS estime qu'une seule dose peut être administrée. Il faut ajouter, Georges, que la campagne de vaccination n'est pas la seule action menée pour faire face à l'épidémie. Effectivement, l'OMS, le ministère de la Santé et ses partenaires répondent à cette épidémie de choléra en établissant des centres de traitement de choléra et sur sa prévention, a souligné Jajarvich, indiquant que l'accès à l'eau potable est également une priorité des opérations humanitaires. Rappelons qu'à la date du 25 septembre, près de 4000 cas présumés de choléra ont été identifiés dans le nord-est du Nigeria et 54 décès ont été recensés depuis le début de l'épidémie mi-août. Parlons toujours de la lutte contre le choléra, mais cette fois en RDC où Médecins sans frontières annonce que ses équipes ont déjà traité 17 000 personnes. Effectivement, Mahamadou, Médecins sans frontières a déployé une vingtaine d'unités et de centres de traitement de la maladie. Les patients y sont mis en quarantaine et reçoivent des soins. Médecins sans frontières a aussi fait des dons de matériel dans les structures déjà existantes. D'après Cisco Otero, chef de mission de Médecins sans frontières en République démocratique du Congo, l'ONG couvre les zones les plus affectées du pays, ce qui s'est traduit par une diminution du nombre de personnes malades au cours des dernières semaines. Néanmoins, cette crise a mis en évidence le besoin urgent de développer des mesures pour prévenir les épidémies de cette ampleur et contenir leur propagation. Pour finir avec cette page d'actualité consacrée au choléra, quelles précautions, Georges, doivent prendre nos auditeurs pour éviter cette maladie? Rappelons d'abord, Mohamedou, que le choléra est une infection intestinale aiguë provoquée par l'ingestion du bacille Vibrio choléra. Cette bactérie se contracte lors de la consommation des aliments ou d'eau souillée. Les mesures d'hygiène générale, comme le lavage systématique des mains et l'utilisation des latrines propres, permettent d'éviter la maladie. En outre, il faut faire attention à tout ce que l'on consomme. Il faut bien laver les aliments destinés à la consommation et les manger de préférence quand ils sont encore chauds. Il faut aussi traiter l'eau que l'on consomme. Il faut la bouillir et la traiter avec, par exemple, de l'eau de Javel. Bref, observer des mesures strictes d'hygiène réduit les risques de contamination. Vous suivez Votre santé, votre avenir sur VOA Afrique. Près de la moitié des avortements réalisés chaque année dans le monde ne se déroulent pas dans des conditions de sécurité suffisantes. C'est ce qui ressort d'une étude parue jeudi dernier dans la revue de Lancet. L'étude a été menée par l'OMS en partenariat avec l'Institut américain
Guttmacher spécialisée dans le contrôle des naissances. Selon cette étude, 25,5 millions d'avortements sur un total de 55,7 millions ne sont pas sûrs, ce qui signifie qu'ils n'ont pas été réalisés par un personnel formé et selon une méthode recommandée par l'OMS. L'étude souligne le besoin de garantir un accès sûr à l'avortement tel que la loi le permet, selon les pays, en particulier dans les pays à faible revenu. Alors Georges, quelles sont les autres grandes conclusions de cette étude? Selon cette étude, le recours de certaines femmes à des avortements non sécurisés sont dus à des lois et politiques des pays en matière d'avortement, notamment le coût de l'accès à des services d'avortement sécurisés, la disponibilité de tels services et de dispensateurs de soins qualifiés ainsi que les attitudes sociales vis-à-vis de l'avortement et de l'égalité des sexes. Afin de prévenir les grossesses non désirées et les avortements non sécurisés, l'étude recommande l'élaboration des politiques d'appui et de prendre des engagements financiers pour fournir une éducation sexuelle complète, un large éventail de méthodes contraceptives, y compris la contraception d'urgence, des conseils de planification familiale adéquats et l'accès à l'avortement sécurisé et légal. Merci Georges. Terminons par une conférence sur la couverture sanitaire universelle en Afrique qui sera organisée le 3 octobre prochain à Lavore en France. Cette conférence est organisée par la Fondation Pierre Fabre. Nous avons joint Béatrice Garrett, la directrice générale de cette fondation. Elle nous parle des objectifs et des résultats attendus. Elle permettra de faire le point sur les enjeux, les objectifs, les réalisations de la couverture sanitaire universelle en invitant des experts et des acteurs du terrain, du Nord et du Sud. Qu'est-ce qui justifie le choix de ce thème? On connaît la Fondation Pierre Fabre, par exemple, dans la lutte contre la drépanocytose. Alors pourquoi ce thème en ce moment précis? En fait, depuis 3 ans, nous avons entamé un cycle de conférences sur des grands sujets de santé publique. Il nous a semblé cette année que la couverture sanitaire universelle était vraiment tout en haut de l'agenda mondial de la santé, notamment grâce aux déclarations récentes du nouveau directeur de l'OMS qui en a vraiment fait un objectif principal. Tout à fait. Après, entre les déclarations et la réalité, il y a d'abord un grand écart et puis c'est très complexe, c'est-à-dire que la CSU, elle dépend de plusieurs choses. Elle dépend aussi de la qualité et de la disponibilité d'une offre de soins. Elle pose des problématiques sur le financement. Elle est souvent assimilée aux mutuelles, mais peut-elle survivre uniquement avec un système de mutuelles? Toutes ces questions nous ont semblé justifier un grand débat et permettre à des acteurs et des experts des pays concernés de venir témoigner et de partager leurs connaissances. L'idée aussi, c'est de créer des liens entre justement des experts du Nord et du Sud, de faire connaître ce partage d'expériences à l'ensemble de la communauté pour essayer de contribuer à l'avancée de cet agenda qui, à mon avis, est primordial pour tous les acteurs, à la fois les pays concernés et puis toutes les organisations qui essayent de contribuer à l'amélioration de la santé. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous nous intéressons aux perdus de vue dans la lutte contre le VIH-Sida. Un perdu de vue est en général perçu comme celui ou celle qui n'est pas revenu en consultation depuis une certaine durée. L'autostigmatisation, la stigmatisation du personnel soignant, la peur d'être reconnu dans certains hôpitaux, les coûts de déplacement, le temps non productif passé dans le système des soins, l'absence d'amélioration de l'état de santé sont quelques raisons qui expliquent ce phénomène. Pour en savoir davantage, nous vous proposons les explications du secrétaire général du réseau ouest africain, Israël Ganoué, est au micro de nos partenaires de Radio Côte d'Ivoire. Tout d'abord, il nous dit pourquoi de nombreuses femmes deviennent des perdues de vue. En général, ce sont les femmes vivant avec le VIH qui viennent en CPN, donc en consultation prénatale, et qui sont suivies. Dans les circuits de soins, ce sont elles qui sont suivies. Donc, quand elles viennent pour faire leur CPN, normalement, on leur propose des tests et elles acceptent en général. Et quand on fait le test, quand elles sont positives, elles doivent continuer normalement le programme de CPN et en même temps avec le suivi pour éliminer la transmission du VIH à l'enfant. Mais malheureusement, on observe que ces femmes-là ne vont pas au bout du processus. Et on se rend compte au milieu qu'elles ne viennent plus en CPN, elles ne viennent plus en consultation. Donc, elles sont perdues de vue. C'est cela que nous appelons le phénomène des perdus de vue. Donc, les femmes ne terminent pas le processus. On ne sait pas où elles se trouvent. Elles sont perdues dans la chaîne de prise en charge.
Justement, j'allais demander, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir les suivre de façon durable? La Côte d'Ivoire parle de la rétention. Donc, il faut faire en sorte d'améliorer la rétention. Et c'est ce que aussi l'ONU-SIDA encourage à la rétention. Donc, il y a des programmes qui sont mis en place, il y a les organisations, les ONG, des personnes qui se chargent de consulter les registres pour voir si telle femme n'est pas venue à son dernier rendez-vous, ça fait 3 mois. En réalité, la définition de perdu de vue voudrait qu'on parle de perdu de vue seulement quand il y a 3 mois qu'on a vu la personne pour la dernière fois en consultation. Il y a plus de 3 mois. Et donc, quand la femme ne vient pas, on déclenche l'alerte et les personnes qui sont chargées de faire la prise en charge, il y a les appels. Souvent, on prend le numéro d'un proche, du conjoint et tout ça, et on essaie de l'appeler, de lui rendre visite. Et oui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. D'ailleurs, même le but des entretiens, quand elles viennent en CPN, c'est de les maintenir dans le circuit de soins. Donc, les sages-femmes avec les conseillers ou les conseillers communautaires et tout ça, les suivent. Mais les conseillers même vont jusqu'à dans la communauté pour leur permettre de revenir. Voilà. Et souvent, quand on fait la recherche de perdus de vue aussi, les gens les retrouvent. Voilà, on les retrouve parce que on les appelle, on contacte les proches et tout ça. On les appelle, mais c'est pas toujours qu'on fasse comme on appelle ça, la recherche de perdus de vue, parce que c'est les programmes, c'est les projets qui sont mis en place, qui ne sont pas systématiquement mis en place, c'est dans les zones qui ont des projets de ce genre. Monsieur Ganwe, est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène des perdus de vue là, quand on arrive à retrouver certaines personnes ou d'autres même qu'on ne retrouve pas, mais est-ce qu'on a essayé de comprendre pourquoi ces personnes-là commençaient le traitement ou bien la consultation et puis n'allaient pas jusqu'au bout, jusqu'à devenir ce qu'on appelle les perdus de vue? Oui, avant de répondre, je voulais commencer par dire d'abord que la Côte d'Ivoire enregistre vraiment des taux très intéressants parce qu'on dit que les 90% des femmes enceintes ont déjà fait au moins une CPN, donc une consultation prénatale. Et on dit parmi les 90%, il y a 41% de ces femmes-là qui ont effectué les 4 CPN. Mais quand on regarde les femmes vivant avec le VIH enceinte, c'est 2 femmes sur 10 qui ne reçoivent pas d'ARV. Donc, les taux, je ne dirais pas sont encourageants, mais il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. En tout cas, il y a beaucoup d'efforts qui sont constatés. Oui, qui sont vraiment constatés. Maintenant, comment on explique cela? Ce qui se fait, c'est que, en général, quand une femme est dépistée positive, il y a tout ce qu'il y a comme discrimination autour et tout ce que nous avons comme culture, coutume chez nous. Donc, il faut qu'elle aille chez sa mère pour accoucher au village. Il faut qu'elle aille chez la mère de son mari pour pouvoir accoucher. Il y a que lorsqu'elle est positive, elle ne veut pas qu'on la voie dans le centre qui est plus proche de sa maison, par exemple. Elle voudra aller dans un autre centre qui est plus lointain. Et par moment, c'est la peur de la discrimination ou d'être découvert ou d'être peut-être dénoncé par les proches ou être accusé par les parents, la belle famille et tout ça. Donc c'est tout ce phénomène-là, toutes ces choses qui font que c'est une pression sociale. Et la personne aussi s'auto-stigmatise, oui, on va me découvrir et tout ça. Et la personne se cache, et voilà, pour aller ailleurs et quitter le circuit de soins. Et souvent, certaines continuent. Dans d'autres centres, quand elles se déplacent. Mais par moment, il y a certaines femmes qui vont carrément au village, qui n'ont pas de contact avec des formes de prise en charge. Elles coupent tout carrément avec tout le monde. Oui, et c'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Donc voilà un peu la situation. Alors, est-ce qu'on arrive à les réinsérer facilement lorsqu'elles sont retrouvées? Est-ce qu'on arrive à les réinsérer facilement dans la chaîne, ces perdus de vue là? Oui, dans le temps, je me souviens que nous étions en train de faire un programme avec la coalition des organisations des femmes vivant avec le VIH à COFSI, qui avait été appuyé par l'ONU-SIDA. Nous avons réussi à réintégrer pas mal de femmes, un bon pourcentage de femmes enceintes vivant avec le VIH perdu de vue et leurs enfants dans le circuit de soins. On arrive à les réintégrer, mais comme je le dis, il n'y a pas toujours de programme approprié de recherche de perdu de vue. Mais si on avait des programmes comme ça qui couvraient tout le territoire, on allait pouvoir les retracer et les avoir. C'est vrai que par moment, elles donnent de faux numéros. On n'arrive pas à retrouver les 100%, mais on arrive à les avoir. Ce sont des programmes à encourager. Les organisations, les communautés doivent vraiment s'investir et mettre en place des programmes de recherche de perdu de vue pour améliorer la rétention des femmes enceintes vivant avec le VIH. Est-ce que parmi les perdus de vue, il y a aussi des hommes?
Oui, bien sûr, il y a les hommes qui sont perdus de vue, les hommes sous traitement qui sont perdus de vue. Je ne pourrais pas donner de pourcentage, mais c'est un phénomène qui est un peu généralisé. Mais en fait, aujourd'hui, le taux n'est pas très élevé comme par le passé où il y avait la stigmatisation et la discrimination était très forte. Mais on observe quand même qu'il y a des perdus de vue chez les hommes sous traitement qui se déplacent, qui ne vont plus à leur rendez-vous. Qui ne suivent pas de bout en bout leur rendez-vous. Oui, mais c'est un phénomène qui tend quand même à la baisse. Mais les hommes continuent aussi de ne pas respecter leur rendez-vous. Et dans les centres de prise en charge, les registres, les patients perdus de vue sont là. Il y a beaucoup de registres, il y a beaucoup de noms. Et en général, il faut des programmes, il faut qu'il y ait un projet en place où on prend les registres de tous les patients sous ARV pour voir ceux qui ont manqué leur dernier rendez-vous, ceux parmi eux qui ont déjà mis 3 mois sans venir en consultation pour qu'on puisse les retracer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ce phénomène-là? Il faut que nous, les acteurs, nous puissions bien faire notre travail pour faire un bon counseling pour que les personnes vivant avec le VIH puissent accepter leur statut. C'est vrai que ça ne dépend pas toujours de nous, mais il faut que les personnes vivant avec le VIH, les personnes qui sont dépistées positives, puissent accepter leur statut. Il y a cela. Il y a le fait que il y a des questions de ressources aussi par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Souvent, la personne dit qu'elle est sous traitement, mais qu'elle n'arrive pas à manger, qu'elle n'a pas d'argent pour pouvoir manger. La personne dit que je suis à plus de 100 km, à plus de 30 km de mon centre de prise en charge et ça me revient énormément cher que d'aller en consultation. Souvent, la personne dit, tiens, quand je vais en consultation, je dois préparer pour mon mari, mais je suis parti, il y a du monde, et je suis allé depuis 9 heures, depuis 8 heures, et jusqu'à midi, je ne suis pas encore reçu. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Et il y a certains qui disent, malheureusement, qu'ils déplorent quelquefois des cas de discrimination aussi dans les centres de santé. C'est pas très agréable à dire. C'est pas agréable, oui, parce qu'aujourd'hui, on ne devrait plus parler de stigmatisation, surtout concernant le personnel de santé. Oui, c'est vraiment ça. Il faut agir sur toutes ces difficultés-là. Nous remercions Israël Ganoé qui était au micro de nos partenaires de radio Côte d'Ivoire. Quelqu'un l'a vécu? Voici son témoignage. En sortant du circuit des soins et surtout en cessant tout traitement, les perdus de vue mettent directement en danger leur propre santé. En effet, l'arrêt du traitement entraîne à moyen terme l'augmentation des virus dans l'organisme et la vulnérabilité face aux maladies opportunistes. Dans certains cas, les patients qui avaient commencé à prendre le traitement avant de l'interrompre peuvent développer la résistance aux antirétroviraux. Écoutons les observations du docteur Franck Kassissa. Il est médecin généraliste à Béni, en République démocratique du Congo. Il a répondu aux questions de notre correspondant dans le Nord Kivu, Erikas Mouissi. Si la personne est éligible pour être soumise au traitement antirétroviraux, alors quand il n'est pas sous traitement, les conséquences maintenant là sont énormes. Parce que l'objectif premier des traitements antirétroviraux, on le sait très bien que ce ne sont pas des traitements curatifs. Mais ce sont des traitements pour arrêter la multiplication et que la personne ait la chance de vivre le plus longtemps possible malgré le virus. Alors pouvez-vous aussi nous expliquer comment et pourquoi le VIH est un virus qui se multiplie quand on arrête à prendre les ARV? Les ARV sont des traitements qui ne sont pas curatifs. Ça retarde juste l'évolution biologique du virus dans le corps humain. Ces virus ont une capacité de se multiplier dans le corps. Une fois atteint la cellule humaine, ça peut se multiplier, la théorie nous dit, de 1 à 100 milliards types par jour. Alors, les traitements antirétroviraux, c'est pour diminuer cette multiplication et maintenir une charge virale qui ne va pas être nocif à la personne qui vit avec le VIH-Sida. Donc c'est un virus qui est compliqué, qui a ces méthodes de multiplication bizarres, qui ne permet pas aux scientifiques jusqu'à présent de trouver des remèdes adéquats. Alors peut-on aussi conseiller l'automédication à quelqu'un qui est séropositif? Y a-t-il un risque à prendre les ARV sans faire un suivi médical? Non. On ne peut pas conseiller, à moins qu'il soit un personnel soignant, un médecin, qui maîtrise mieux ces molécules-là. Ce sont des molécules qui sont compliquées avec beaucoup d'effets secondaires, qui a beaucoup d'intermédication avec d'autres produits. Les gens qui sont sous ARV sont soumis à des suivis dans une structure bien équipée ou une structure qui a des personnels bien formés pour manipuler ces molécules.
Et les séropositifs ont-ils une fréquence de visite précise dans les hôpitaux? Par exemple, ceux qui vivent loin des hôpitaux, par exemple, peuvent-ils espacer leurs visites et faire des stocks d'ARV pour venir à l'hôpital quand ils ont les moyens? Bon, là, c'est un programme qui a déjà été dans notre pays, par exemple. Il y a un programme pour ça. Je pense que par rapport aux distances et tout est prévu pour gérer les PVV. Ceux qui sont déjà répertoriés, et ils sont éligibles sous antirétroviraux, il y a une fréquentation bien paramétrée pour tous ces gens-là. Est-ce que dans les hôpitaux dans lesquels vous avez travaillé ou que vous connaissez, il y a des fichiers des séropositifs et les moyens de les contacter quand ils ne suivent plus leur traitement? Voilà, il y a des personnels qui sont chaque fois formés pour ça. Il y a des fichiers qui pourraient être manuels ou électroniques. Ces gens-là sont suivis avec leurs adresses, leurs numéros de contact et tout. Ils sont bien suivis pour ces traitements-là. Et pour finir justement, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui nous écoutent actuellement et qui n'ont pas plus suivi justement des soins depuis longtemps? Comme conseil, je dirais, pour ceux qui ne sont pas encore atteints, il faut juste s'éloigner des facteurs prédisposants au VIH. Entre autres, utiliser toutes les méthodes pour se prévenir, soit préservatif, abstinence, fidélité, tout ce qu'on nous dit là. Mais pour les personnes qui sont déjà atteintes et qui sont déjà soumises sous antirétroviraux, on va leur conseiller, s'ils veulent bien voir leur espérance de vie augmenter, ils doivent se soumettre et être disciplinés par rapport à ce traitement qui est un traitement à vie. Nous remercions le docteur Franck Kassissa pour toutes ces explications. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Armand Guenkap, a répondu à vos questions. Le docteur Armand Guenkap est médecin urgentiste et praticien au centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, mon frère a 10 ans et fait encore pipi au lit. Est-ce que c'est normal docteur? Jusqu'à quel âge il peut s'arrêter de faire pipi au lit? Qu'est-ce que je vais faire pour mon frère? Il faut dire que faire pipi au lit en médecine, ça s'appelle l'énurésie. En fait, c'est une façon de faire pipi de façon complète, de façon involontaire, surtout de façon inconsciente, et ceci pendant le sommeil de l'enfant. Le contrôle physiologique de ce sphincter vésical-là qui permet d'éviter de faire pipi s'acquiert à partir de 5 ans. Donc, on va effectivement dire qu'un enfant souffre du fait de faire pipi au lit lorsqu'il continue à faire pipi au lit au-delà de l'âge de 5 ans. En dessous, c'est très difficile d'en parler parce qu'il y a des enfants qui vont être propres, comme on dit, la nuit très précocement, mais il y a d'autres qui vont être propres la nuit tardivement. Mais à partir de 5 ans, on peut constater que c'est une anomalie. Là aussi, on a 10 à 15% des enfants de 5 ans qui font encore pipi au lit et lorsqu'ils ont 8 ans, ce chiffre tombe à 6 à 8%. Et lorsqu'ils ont plus de 8 ans, à savoir 10 ans comme le frère de l'auditeur qui appelle, ce chiffre tombe entre 1 et 2%. Mais il faut avouer que progressivement, l'enfant va connaître la maturité de sa vessie, à savoir qu'il va réussir à contrôler sa miction la nuit dans son sommeil du fait de cette maturité vésicale-là avec l'âge. Toutefois, l'auditeur ne précise pas si le fait de faire pipi au lit est quelque chose de permanent, à savoir toutes les nuits, ou si c'est quelque chose d'épisodique. En général, lorsque l'enfant fait pipi au lit de façon permanente, là, on est vraiment en présence d'une énurésie maladie, à savoir d'une immaturité vésicale qui va se manifester effectivement par des incontinences nocturnes toutes les nuits. Mais si ce acte-là survient de façon épisodique, à savoir que ce n'est que de temps en temps, quelques nuits, de façon exceptionnelle que l'enfant fait pipi au lit, là, il faut aller chercher une autre cause. En général, les causes sont plutôt des causes d'ordre psychologique. Il y a peut-être un trouble psychologique dans la famille, il y a peut-être quelque chose qui bouleverse psychologiquement l'enfant. Et à ce niveau-là, on se retrouve en présence vraiment d'une énurésie d'origine psychologique. Quoi qu'il en soit, le conseil que je peux donner à notre auditeur, dans un premier temps, c'est déjà le rassurer en disant que
son frère ne continuera pas à faire pipi au lit, au bout du compte, cette vessie-là connaîtra sa maturation et il fera de moins en moins pipi au lit. Mais il faudrait quand même qu'il amène son frère consulter un médecin afin qu'il puisse déterminer vraiment la cause. Si la cause est une cause maladie du fait d'une immaturité vésicale, il y a effectivement des traitements qui existent qu'on peut donner à l'enfant pour qu'il puisse avoir moins envie de faire pipi au lit. C'est des médicaments qu'on donne contre l'incontinence nocturne de l'enfant. Et c'est un médicament qui va accélérer la maturation vésicale. Par contre, si c'est d'ordre psychologique, bon, bien évidemment, il faut un suivi psychologique. Dans l'attente, les conseils que je peux donner à notre auditeur, c'est que dans un premier temps, le soir, il faut éviter de faire boire cet enfant-là dans les heures qui précèdent le fait qu'il va aller au lit. Il faut éviter de le faire boire des boissons. Et surtout, il faut absolument l'amener faire pipi avant qu'il ne se couche. Voilà les 2 mesures qui vont lui permettre d'éviter de faire pipi au lit en attendant une éventuelle consultation médicale pour préciser exactement la cause. Voilà ce que je pouvais dire à cet auditeur. Bonjour docteur, il m'arrive d'avoir des fois des sensations très étranges au niveau des jambes, comme si je recevais une décharge électrique. Mais des amis que j'ai consultés, à qui j'en ai parlé, m'ont parlé des crampes. Alors si c'est le cas, que dois-je faire ? Est-ce normal d'avoir des crampes même lorsqu'on vient de faire une marche et c'est très courant chez moi ? Ce que je peux dire à cette auditrice, si c'est des crampes, c'est qu'elle ressent une espèce de contracture musculaire soudaine, incontrôlable, douloureuse et qui très souvent sont transitoires au niveau de ses jambes. Ce qu'elle ressent un tout petit peu comme étant des décharges électriques. Très souvent, ces contractures sont sans gravité. Mais toutefois, il faut connaître les causes parce que les causes peuvent être multiples. La cause la plus fréquente en général de cette sensation de contracture, cette sensation de crampe au niveau des jambes, c'est souvent la déshydratation. C'est parce qu'on est déshydraté et on a fait un effort physique qui se manifeste effectivement par une contraction musculaire involontaire et soudaine de ce muscle-là, dont la déshydratation. Mais il n'y a pas que la déshydratation, il y a d'autres causes qui peuvent expliquer cette sensation de crampe au niveau des jambes. On a notamment des troubles métaboliques, un manque de calcium, un manque de magnésium, un manque de potassium, un manque de phosphore, peuvent se manifester par une sensation de crampe au niveau des jambes. Il y a aussi une autre cause qui est non négligeable, c'est les personnes qui vont souffrir d'une maladie des artères, qui peut être la complication d'un diabète, qui peut être la complication d'une hypertension artérielle, qui peut être la complication éventuellement d'une dyslipidémie. Ça se manifeste par des artérites, une artériopathie, pas des artérites. Il y a aussi des maladies des veines, les varices. Les varices, mais là, cette fois-là, on a des crampes, mais qui sont plutôt associées à des jambes lourdes. Quoi qu'il en soit, moi je conseille à cette auditrice de consulter un médecin pour qu'il puisse vraiment faire le diagnostic exact, le diagnostic de la cause, le diagnostic étiologique. Mais dans l'attente, moi je lui conseille surtout de bien s'hydrater, de boire beaucoup d'eau, surtout avant, pendant et après tout effort, y compris pendant la marche, qu'elle s'hydrate bien, qu'elle boive suffisamment de l'eau et fasse une bonne hydratation. Et c'est comme ça qu'elle pourra limiter un tout peu cette sensation désagréable qu'elle a au niveau des jambes. Voilà ce que je pourrais répondre à notre auditrice. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Par ailleurs, regardez la version télé de Votre Santé, Votre Avenir qui est maintenant diffusée sur cette page Facebook, sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com et sur nos télévisions partenaires. C'est ici que prend fin Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition était consacrée à la lutte contre le VIH-Sida et le phénomène des perdus de vue. Pour en parler, nous avons reçu comme invité Israël Ganoué, secrétaire général du réseau ouest-africain des organisations de personnes vivant avec le VIH. Avec lui, nous avons essayé de comprendre pourquoi certains séropositifs disparaissent des circuits de soins. Nous avons aussi examiné les pistes pour combattre ce phénomène. Nous avons également écouté le docteur Frank Kassissa, médecin généraliste à Béni en République démocratique du Congo. Il nous a expliqué les conséquences sanitaires pour ceux qui arrêtent leur traitement. Nous leur disons tous merci. Merci également à Georges Léonard Sagnon qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erikas Mouissi à Béni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Hayden Outko qui était à la console.
À la présentation, vous étiez avec Rosine Mounezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.